Oui, alors bonjour et bienvenue donc à chacun d'entre vous. Alors, on n'est pas un très gros groupe, Laurence, parce que justement, il y avait quelqu'un qui était censé s'occuper du webinaire euh, que j'avais euh, que j'avais comme travaillé en collaboration avec. Et puis là, cette personne-là, j'ai dû donc, il y a eu des soucis, des problèmes importants qui ont fait que j'ai dû arrêter de travailler avec elle et ça m'a un petit peu désorganisé parce que j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui pourrait la remplacer. Et ça fait que j'ai envoyé le webinaire en pensant qu'elle l'avait envoyé déjà une première invitation. Il semble-t-il que non. Donc j'imagine que tu as reçu seulement une invitation, toi, Laurence, n'est-ce pas? Alors, s'il y a d'autres personnes dans la salle, mais présentez-vous, hein, parce que je crois pas qu'on va être beaucoup. Euh, Peut-être que tu vas être la seule, Laurence, pour l'occasion, mais qu'importe, on va quand même prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on peut faire là, pour chercher à te faire progresser de ton côté, puis évidemment faire progresser les autres, on enregistre présentement le webinaire et l'objectif de cet enregistrement-là, bien évidemment, c'est de vous aider tous et chacun de pouvoir aller au maximum de vos des possibilités justement pour arriver au maximum de vos compétences par rapport à la pratique. Alors, Laurence, donc, tu en étais où, toi, pour qu'on puisse m'ajuster? Tu en étais où concernant la pratique? Tu avais fait les modules 1, 2 et 3, c'est ça? Si tu veux juste me répondre pour que je sache. Donc, tu avais fait donc l'introduction en ligne, si je me rappelle bien. J'ai CP. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je m'excuse. J'ai commencé le module 4. OK, d'accord. Donc, tu as commencé le module 4. Est-ce que tu as des questions? Je vais juste faire un genre de petit retour sur les trois premiers modules pour qu'on regarde ensuite le module 4, qui est un module finalement qui commence vraiment la formation d'une façon plus approfondie, si tu veux bien, d'accord? Donc, le premier module, si on vous rappelle, c'est un module qui est proposé gratuitement, qui est un module concernant la pratique de l'enracinement et les techniques de décodage intuitif. Alors, si tu as des questions par rapport à chacun des modules que je vais présenter, Laurence, n'hésite pas. Donc, le premier module avait pour objectif de vous initier vraiment au sujet. C'est un module qui est proposé gratuitement, qui est donc la partie de l'enracinement, qui est vraiment la technique de base, vous l'avez compris, tout au long de la formation. À chaque fois que vous voulez vous préparer pour faire une pratique intuitive, vous devriez vous enraciner. C'est systématique, c'est en quelque sorte la meilleure façon pour vous trouver dans une position d'alignement, de verticalité, dans lequel vous apprenez à constater que votre corps est un peu comme un instrument que l'on travaille. Et cet instrument-là, comment on le travaille? C'est en s'enracinant afin de favoriser une conductibilité à travers son corps la plus complète possible. Donc, on travaille avec la pratique avec l'énergie de la Terre et celle du ciel pour faire circuler dans notre corps ces deux mouvements d'énergie-là et faire en sorte qu'elles se rejoignent dans notre cœur. Alors ça, c'est vraiment la base qui nous amène à préparer tant dans un travail intuitif qu'un travail de déprogrammation, qu'un travail de soins. On va toujours finalement s'enraciner. C'est vraiment une règle d'or, pourrait-on dire. Puis, par la suite, ce qu'on a découvert, c'est qu'il était possible, à partir de cette position d'enracinement, de développer ce qu'on appelle la position de témoin. Et la position de témoin me permet, à ce moment-là, d'utiliser la relation tertielle qui se manifeste dans mon cœur pour la diriger dans mon corps afin de faire des voyages à l'intérieur de mon être. Alors ça, c'était donc une étape importante. Ça nous permettait de constater que quand on mettait de la lumière dans notre corps, on allait avoir des images, des sensations ou des mots qui allaient se manifester à nous. Et que si on prenait le temps de rester dans une position de témoin pour questionner ces perceptions-là, on constatait qu'il y avait un genre de langage qui s'établissait. Le langage, comme si les perceptions imaginaires que j'avais étaient capables, lorsque je m'adressais à elles, de communiquer avec moi et d'échanger. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait pu observer lors du module 1. Alors ça, c'était donc l'étape du module 1. Ensuite, dans le module 2, on a abordé la déprogrammation et la technique de l'accueil. Donc, dans la déprogrammation, ce qu'on a découvert, c'est qu'il était possible non seulement de discuter avec ces perceptions imaginaires qui se manifestaient à nous et de constater que dans la façon que ces perceptions imaginaires pouvaient nous répondre, il y avait comme une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui était présente. Ça, c'était vraiment déjà extraordinaire. Et la déprogrammation nous permettait de constater qu'il était possible de demander à ces perceptions imaginaires-là qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'on pouvait modifier dans l'immédiat les perceptions qu'on pouvait avoir de notre propre réalité intérieure. Ça veut donc dire qu'il est possible de ne pas subir les perceptions imaginaires.
Alors, quand je dis ne pas subir les perceptions imaginaires, ça veut dire que tout au long de ma vie, plutôt que de m'identifier à un certain comportement ou à une certaine souffrance ou une certaine douleur, je pourrais rester dans une position de témoin et chercher à donner à mon corps tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse se libérer, se dégager de cette souffrance qui peut exister en moi. Donc, la déprogrammation me permet de libérer ce qu'on pourrait appeler la programmation mémorielle afin de permettre justement que cette programmation soit la moins figée possible et qu'on puisse devenir de plus en plus conscient d'un processus évolutif qui est en soi. Alors ça, c'était quelque chose qui était fort important, qui était donc la déprogrammation. Puis évidemment, on cherchait à combiner le décodage intuitif, la déprogrammation, comme des techniques finalement nous permettant d'approfondir aussi le décodage intuitif. Puis évidemment, la déprogrammation est en quelque sorte un soin, en fait, qui travaillait donc à travailler sur la mémoire pour la déprogrammer afin de permettre une meilleure réceptivité justement à mon corps. Mon corps est moins figé. S'il est moins figé, ben, la circulation énergétique peut se faire mieux. Et c'est là que les techniques de soins s'ajoutaient. Alors, la première technique de soins qu'on a appris, c'était la technique de l'accueil. Et dans la technique de l'accueil, on apprenait donc à envelopper une région de notre corps, par exemple mon genou, et de l'amener dans mon cœur. C'est ça la technique de l'accueil, très sommairement, que je vous raconte ça. Et on constatait que la technique de l'accueil se combinait avec la technique de décodage intuitif, de déprogrammation et d'accueil. Et c'est un genre de cercle, hein, c'est un peu comme une genre de technique circulaire, décodage intuitif, déprogrammation, accueil, décodage intuitif, déprogrammation, accueil, et ainsi de suite. Alors ça, c'était une façon de pouvoir justement chercher à favoriser ce qu'on pourrait appeler un travail de guérison, puisque à chaque fois qu'on fait l'accueil, bien évidemment, ça permettait de nous harmoniser avec une certaine énergie de perturbation. Alors, la technique de l'accueil, on a pu voir qu'elle pouvait s'appliquer vers soi et vers un partenaire. On pouvait l'appliquer de plusieurs façons. Vous avez vu ça dans le module 2. Il y avait plusieurs propositions qui étaient faites pour vous inviter vraiment à découvrir la richesse de cette technique-là, qui est très importante, que l'on va revenir sur cette technique-là à quelques reprises, mais évidemment, mon objectif n'est pas de vous enseigner des techniques une fois, 2 fois, 25 fois, répéter toujours la même chose. Hein. C'est vraiment de vous amener de nouvelles techniques à chaque module, mais la technique de l'accueil sera quelquefois réutilisée, puisque c'est une technique fondamentale, puisqu'il faut se rappeler que la technique de l'accueil, c'est la technique qu'on pourrait appeler associée donc à la puissance de l'amour. Hein. Quand j'accueille une dimension de moi qui est dissociée, ben c'est un peu comme si j'apprenais à me réunifier à moi-même, à me donner de l'amour, à m'accepter tel que je suis. Alors, c'est un travail de guérison qui est assez important que cette technique-là d'accueil peut faire. Donc, c'est une technique qui va finalement être assez significative tout au long de la formation. Après ça, donc, dans le module 3, on avait appris donc 3 grandes techniques d'auto-guérison qui finalement s'avéraient être des techniques qui vont agrémenter ou enrichir notre boîte à outils. Il y avait la technique du transfert d'énergie, la technique de chirurgie, la technique de miniaturisation. C'était les 3 grandes techniques que l'on avait vues qui nous permettaient de pouvoir justement approfondir, je dirais ça comme ceci, notre boîte à outils et de constater que ces 3 techniques-là pouvaient nous aider justement à travailler plus particulièrement sur un organe ayant un certain problème. Donc, c'est sûr que ce sont des techniques vraiment d'auto-guérison. Donc, si j'ai un problème de santé, qu'est-ce qui était proposé? C'est qu'on allait jeter un coup d'œil dans un journal, pas journal intime, mais dans un livre d'anatomie de physiologie, et on allait pouvoir observer de quelle façon, à quoi ressemble l'organe en santé. Et en fermant les yeux, on allait simplement se rendre réceptif à comment cet organe-là allait se manifester à nous dans nos perceptions imaginaires. La richesse de ça, c'est que la perception imaginaire va nous montrer l'organe d'une certaine façon qui peut vraiment être différente que celle que l'on retrouve dans un livre de physiologie, d'anatomie justement, ce qui permet donc de pouvoir questionner les différences afin d'approfondir notre compréhension des distinctions que l'organe peut manifester. Alors ça, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Et on apprenait également à travers cette façon de fonctionner-là, évidemment, que l'on allait pouvoir donc s'adresser, mettre de la lumière sur l'organe, faire du décodage intuitif, la déprogrammation. On pourrait aussi ajouter la technique de l'accueil, mais en plus, on a ajouté 3 autres techniques qui sont donc la première technique, le transfert d'énergie, qui consiste à reconnaître que de notre cœur, la lumière peut se diriger vers nos mains et elle peut se faire aussi dans l'imaginaire, tout ça. Et on va utiliser cette énergie-là qu'on utilise dans nos mains pour la diriger sur notre corps, comme si on se faisait un auto-soin, une auto-imposition des mains.
Alors, c'est un peu comme si on devenait notre propre guérisseur, en quelque sorte, à ce moment-là. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, et assez puissant aussi. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, c'est un peu comme si on donnait de la vitamine à notre corps, comme si on lui donnait de la vitalité, on lui donnait une puissance, de l'énergie, et qu'en faisant ça, bien, l'organe allait pouvoir renouer contact avec un potentiel de guérison plus élevé. Alors, c'est pour ça que l'imposition des mains, le transfert d'énergie va être une technique fort intéressante et fort importante tout au long des pratiques de guérison. Bien évidemment, dans la pratique que je vous propose, elle sera importante. Et encore là, on va la combiner avec le décollage intuitif, la déprogramation, le transfert d'énergie. Décollage intuitif, déprogramation, le transfert d'énergie. Ensuite, il y avait la technique de chirurgie énergétique qui nous permettait d'ajouter un autre élément, c'est-à-dire que plutôt que simplement faire un transfert d'énergie dans lequel je vais envoyer de l'énergie dans l'organe et chercher à vraiment amener de l'énergie très profondément dans l'organe dans sa totalité, ensuite, on pouvait aussi utiliser la chirurgie énergétique qui me permettait d'utiliser mes mains comme un prolongement. Mes doigts pouvaient se prolonger dans l'organe. Et là, je pouvais faire une intervention chirurgicale, en fin de compte. On va l'appeler comme ça. Évidemment, dans l'imaginaire. Puis c'est toujours l'idée que par cette capacité de faire une chirurgie, je peux rentrer dans l'organe de l'extérieur vers l'intérieur, mais ayant une conscience de la densité de l'organe, dans lequel je peux donc travailler sur la paroi tissulaire de l'organe extérieur pour faire un soin, mais je peux également travailler de l'extérieur vers l'intérieur pour enlever, par exemple, des énergies négatives ou des énergies perturbatrices. On a vu que ces énergies perturbatrices-là, c'était souvent un amas d'acidité qui pouvait se trouver là, donc de charges positives, et qu'à l'aide de nos mains, on pouvait enlever cette charge positive-là et la rejeter vers la terre. C'était quelque chose qu'on avait vu également. Toujours en étant attentif au décodage intuitif, déprogramation et chirurgie énergétique. Décodage intuitif, déprogramation et chirurgie énergétique, qui est toujours un peu le même système. Et évidemment, si on combine le transfert d'énergie et la chirurgie, ça voudrait dire décodage intuitif, déprogrammation, transfert d'énergie, décodage intuitif, déprogrammation, chirurgie énergétique. Alors, vous voyez que c'est toujours un peu un cercle qui nous permet donc d'approfondir toujours la technique. Ensuite, on avait vu la miniaturisation qui finalement s'avérait être une technique dans laquelle on va pénétrer à l'intérieur de l'organe. Donc l'organe, c'est le sac que vous voyez, et je pouvais pénétrer à l'intérieur de l'organe, et en étant à l'intérieur de l'organe, je peux utiliser le transfert d'énergie ou la chirurgie à l'intérieur de l'organe afin de favoriser un équilibre. Donc, vous voyez que l'intérêt de ça, c'est que avec les trois techniques que je vous propose, on fait un travail très complet sur l'organe, puisqu'on va travailler sur le transfert d'énergie qui va redonner vie à l'organe, la chirurgie qui va nous permettre de vraiment faire une intervention plus précise pour opérer, enlever ou donner à l'organe, et ensuite la miniaturisation qui va nous permettre de travailler vraiment d'avoir un regard sur l'organe de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui est fort intéressant, ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision complémentaire de l'organe, qui nous permet de vraiment comprendre la problématique d'une façon plus importante. Alors ça, c'était donc la technique de miniaturisation. Et encore là, évidemment, l'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'on soit capable d'utiliser la technique de décodage intuitif, déprogrammation, transfert d'énergie, décodage intuitif, déprogrammation, chirurgie, décodage intuitif, déprogrammation, miniaturisation, décodage intuitif, déprogrammation, technique de l'accueil. Ça veut donc dire que sur un organe, je peux finalement faire toutes ces étapes-là pour arriver à un travail de guérison le plus équilibré possible, le plus parfait possible. C'était ça un peu l'idée que le module 3 vous présentait. Puis évidemment, toutes ces techniques-là peuvent être utilisées vers un partenaire, c'est-à-dire que je peux très bien, moi, décider de travailler sur un organe de mon partenaire qui a une perturbation et d'utiliser toutes les techniques que je viens de vous présenter vers lui. C'était un peu également l'objectif qui était proposé de faire dans le cadre de ce module 3-là. Évidemment, on peut travailler avec ces techniques-là pour travailler sur des émotions aussi. Alors, ça voudrait dire que quand je fais du transfert d'énergie, je vais transférer de l'énergie sur de l'émotion, une émotion. Donc, en faisant ça, je vais redonner vie à l'émotion. Alors, si l'émotion est de tristesse, ben, en lui donnant de l'énergie, je risque de transformer la tristesse en autre chose. Si je fais de la chirurgie, ben, je vais enlever les énergies de congestion, de perturbation qui sont associées à la tristesse. Et dans la miniaturisation, je vais faire un petit peu un travail d'organisation à l'intérieur de la tristesse pour faire un travail de libération, pour équilibrer le plus possible l'émotion, pour qu'on puisse s'harmoniser le plus possible. Et l'accueil va me permettre de l'amener dans mon cœur pour faire la paix avec elle.
Alors, vous voyez qu'on peut travailler également sur la dimension émotionnelle avec ces techniques-là. Donc, c'est des techniques qui sont très riches, que j'appelle les techniques de base de guérison, qu'on va utiliser d'une façon régulière tout au long de la formation, mais sur lesquelles on ne reviendra pas systématiquement, puisqu'on les avait appris lors du week-end d'introduction. Et je vous encourage évidemment à en tenir compte, puisqu'on va agrémenter ces techniques-là avec d'autres techniques, d'autres outils qui vont faire qu'à chaque formation, chaque module, vous allez avoir de nouvelles façons d'aborder la pratique pour aller un peu plus loin dans la démarche. Alors, reste-t-il des questions maintenant, Laurence, par rapport à tout l'ensemble de ce que je viens de te présenter concernant les modules 1, 2 et 3? S'il y a d'autres personnes, bien évidemment, vous pouvez aussi intervenir. Alors, je vais attendre que tu me dises si tu as des questions. Et si tu en as, n'hésite pas de les poser, puisque l'objectif, c'est donc de répondre à vos questions. Alors, s'il y a des questions sur le module 1, 2 et 3, c'est le moment. Alors, pendant que je te laisse le soin de me dire si tu as des questions concernant les 3 premiers modules, on avait donc le module 4, qui était un module justement qui permettait de faire un travail sur les chakras. Alors, Laurence, t'en es rendu où sur le module 4? T'as tout passé à travers le module 4 ou pas? Parce que le module 4 est un module qui est finalement assez complet, en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup de techniques, finalement, qui sont proposées pour travailler sur les chakras. OK. Donc, Laurence me dit que tout va bien, qu'elle avait vu son estomac avec une crotte noire. Il était chaud. Donc, j'imagine que tu as fait un soin et que ça a amélioré l'estomac en question. C'est ça, Laurence? Donc, je laisse le soin de Laurence de répondre. Et puis, évidemment, donc, le module 4 sur les chakras nous permet de découvrir qu'il est possible d'augmenter notre habileté intuitive en travaillant sur les chakras. Les chakras, c'est une structure qui est fort importante en énergétique. Ça fait depuis traditionnellement en ésotérisme, on a toujours reconnu les chakras comme des centres qui sont en liaison avec des centres qui sont capables justement de capter l'énergie tellurique et cosmique et de permettre de développer 7 niveaux de conscience. Ces 7 niveaux de conscience-là sont vraiment reliés à des fréquences cosmiques et qu'on apprend justement à apprivoiser en tant qu'être humain. Et à mesure qu'on maîtrise ou qu'on apprivoise ces énergies-là, bon, on devient capable effectivement de favoriser le développement de la conscience humaine d'une façon de plus en plus importante. Et lorsqu'on maîtrise les 7 rayons cosmiques, les 7 niveaux de conscience, bien évidemment, c'est en quelque sorte comme si on était un être accompli. On pourrait voir ça comme ça. Donc, oui, donc Laurence me disait, oui, la courte, tout est parti. Quelques jours plus tard, le module 4 est très agréable, surtout le mouvement descendant et ascendant. Donc voilà, ben oui, effectivement. Donc, il y avait plusieurs techniques. Alors, la première technique, c'est la technique d'ouverture et fermeture sur les chakras. Alors, quand on cherche à travailler sur les chakras, on cherche à comprendre de quelle façon que chacun d'eux est en interaction avec l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. Donc, les 3 premières techniques qui étaient proposées dans le module avaient pour objectif de vraiment identifier l'état énergétique d'un chakra à la fois, avec 3 techniques principales qui étaient donc l'ouverture-fermeture, qui permet donc d'ouvrir et fermer le chakra à plusieurs reprises. Et cette technique-là me permettait de pouvoir justement constater qu'en ouvrant et fermant un chakra, j'allais pouvoir effectivement jouer avec celui-ci et constater qu'il y a donc des moments où on va constater que le chakra s'ouvre très facilement et se ferme difficilement, ou il peut se fermer très facilement, mais s'ouvrir difficilement, et ainsi de suite. Donc, tout est possible. Évidemment, quand on observe une réaction comme celle-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la lumière dessus, décodage intuitif, déprogrammation et techniques de soins. Les techniques de soins, ben, ça serait d'ouvrir et fermer le chakra d'une façon plus équilibrée, dans ce cas-ci, puisqu'on va vraiment se concentrer sur les techniques qu'on va apprendre présentement. Donc, on pourrait ouvrir et fermer le chakra et ensuite décodage intuitif, déprogrammation, ouverture et fermeture de chakra. L'ouverture et fermeture du chakra, c'est vraiment la capacité du chakra de se rendre réceptif aux énergies cosmotelluriques. Alors, plus il s'ouvre, plus il est réceptif aux énergies cosmotelluriques, plus il a de la difficulté à s'ouvrir, moins il est réceptif aux énergies cosmotelluriques. C'est un peu comme ça qu'on pourrait voir ça. Ce qui veut donc dire que l'individu a plus de difficulté à apprivoiser une certaine énergie.
au niveau cosmique tellurique, qui indique donc au niveau de son développement humain une plus grande difficulté à apprivoiser une certaine énergie. Alors ça, c'est quelque chose qui était donc important à saisir par rapport à cette technique-là. Après ça, lorsqu'on sent que l'énergie est bien capable de s'ouvrir et de se fermer, on va ensuite amener la couleur. Alors, ça veut donc dire que l'univers transmet des énergies de fréquences colorées. Et ces fréquences colorées-là, quelque part, lorsqu'elles sont bien équilibrées, bien harmonisées dans le corps humain, ben, ça veut donc dire quelque part que l'être humain est capable d'absorber cette énergie colorée, cette nourriture-là, dans le corps, puis qu'elle soit capable d'être bien distribuée à l'intérieur de celui-ci. Alors ça, c'était l'autre technique qu'on cherchait à évaluer, de quelle façon que ces couleurs-là, ces fréquences colorées-là, allaient bien se distribuer dans le corps. Donc pour chaque chakra, il y a une couleur qui lui est propre, mais on avait découvert aussi qu'il était possible de demander au chakra quelle était la couleur dont il avait besoin, et on allait lui donner la couleur dont il avait besoin, et évaluer de quelle façon qu'il allait recevoir cette énergie colorée-là. Et là, c'est là qu'on appliquait donc une variante de déprogrammation, c'est-à-dire qu'on reconnaît que pour déprogrammer, on pourrait utiliser que les couleurs, par exemple, associées au chakra, en reconnaissant que chaque chakra a des besoins qui leur sont propres, au-delà de la théorie, et que c'est ça un peu qu'on allait chercher à faire lorsqu'on posait la question à un chakra en lui demandant quelle était sa couleur dont il avait besoin, par exemple. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'était la circulation rotatoire, où on reconnaissait que, maintenant que le chakra avait une nourriture colorée qui lui était propre, on allait faire en sorte de la distribuer d'une façon expansive ou d'une façon centripète et centrifuge. Centrifuge qui émane, le chakra émane vers l'extérieur. Centripète, c'est une énergie qui se concentre. Alors, il y a des gens qui ont besoin de concentrer leur énergie en eux, parce que ce sont des gens qui sont trop à l'extérieur, et il y a des gens qui ont besoin d'émettre l'énergie vers l'extérieur, parce que ce sont des gens qui sont trop à l'intérieur. Donc, l'idée du centripète et du centrifuge, ce sont deux mouvements essentiels qui sont nécessaires d'identifier tous les deux. Donc, ce qu'on va faire avec le chakra habituellement, c'est qu'on va utiliser tant le centripète que le centrifuge pour voir de quelle façon que le chakra circule, que l'énergie circule dans le chakra en question. Il y a une question qui m'est posée par Laurence. Alors, quand un chakra s'ouvre et se ferme normalement, il est donc le bon espace capable à la fois de recevoir et d'émettre les énergies tertielles. Et s'il est fermé, est-ce que la zone travaille en circuit fermé? OK. Alors, si on parle d'un chakra qui est fermé, c'est-à-dire que l'ouverture et fermeture ne se fait pas facilement, c'est évident que le chakra, à ce moment-là, est dans un processus d'entropie qu'on appelle. L'entropie, ça veut donc dire que le chakra n'est pas capable de se rendre réceptif aux énergies cosmotelluriques et effectivement, il va plus travailler en circuit fermé et donc moins se vitaliser, moins se nourrir de l'environnement cosmique et il risque évidemment d'y avoir donc des perturbations énergétiques plus importantes qui vont en résulter. Donc, vous voyez ici que les trois techniques que je viens de vous présenter sont les trois techniques qui permettent individuellement pour chacun des chakras de déterminer la qualité énergétique de circulation pour chacun d'eux. Après ces trois techniques-là, nous avons abordé ensuite des techniques qui tenaient compte des autres chakras, c'est-à-dire des chaînes causales, pourrait-on dire, associées aux chakras. C'est-à-dire qu'on constatait qu'un chakra, s'il est perturbé, peut avoir un impact sur un autre chakra, ainsi de suite. Alors, c'est là que les techniques de mouvement ascendant et descendant deviennent fort intéressantes. Alors, mouvement descendant-ascendant, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène, ce qu'on appelle la Kundalini. C'est une pratique, on retrouve dans le travail sur les chakras, des termes un petit peu ésotériques qui expliquent donc des phénomènes. Donc, la Kundalini, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on reconnaît quelque part que du chakra racine, lorsqu'un être humain est bien stabilisé au niveau de son chakra racine, qui a fait un certain travail spirituel, d'ouverture vers les chakras supérieurs, il est capable de transmuer les énergies des chakras inférieurs vers les chakras supérieurs, et c'est ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une forme d'énergie qui va se libérer à ce moment-là, un peu comme un serpent, qui va donc libérer donc la structure énergétique des chakras et faire en sorte que chacun des chakras vont bénéficier d'un apport énergétique important, libérant donc les blocages, les obstacles, etc. et amenant donc une forme de libération, une forme d'illumination, même si effectivement la Kundalini est libérée complètement, c'est-à-dire du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Alors, donc, c'est quelque chose, évidemment, qui est fort intéressant. Et la technique du mouvement ascendant et descendant, qui sont des techniques toutes simples, nous permettent d'explorer ça parce que le mouvement descendant, c'est un mouvement qui part, si on part du sommet de la tête, on pourrait dire le mouvement descendant, c'est du sommet de la tête jusqu'à mes pieds et de mes pieds jusqu'au sommet de la tête, par exemple. Et si on parle donc d'un mouvement, donc le mouvement descendant, c'est vraiment le mouvement qui va partir donc du sommet de la tête vers mes pieds et le mouvement ascendant, c'est vraiment
de mes pieds vers mon sommet de la tête. Alors, je vais vous présenter ça d'une façon très extrême en vous parlant du chakra couronne à ce moment-là, mais ça nous permet donc de comprendre qu'il y a deux mouvements fondamentaux dans la santé. Il y a un mouvement qui descend. Ce mouvement-là est un mouvement ressourçant qui va permettre de se décharger dans la terre de notre acidité et qui va nous permettre également de pouvoir se relaxer, se régénérer, développer, se régénérer au niveau de nos ressources nerveuses, entre autres, par rapport au système parasympathique qui, lui, va se relaxer et nous permet donc d'aller bénéficier d'un apport énergétique. Alors ça, c'est vraiment donc le mouvement descendant. Et le mouvement ascendant, c'est un mouvement qui part des pieds pour remonter jusqu'au sommet de la tête. C'est un mouvement donc qui est donc dépensier. J'ai de l'énergie, je me sens en forme, je me lève debout, j'ai envie de faire plein de choses. Et c'est ça un peu le mouvement ascendant. C'est le moment où c'est mon système sympathique qui va être actif à ce moment-là. Et je vais dépenser de l'énergie parce que j'ai la capacité donc d'avoir de l'énergie en moi pour pouvoir le faire. Donc, la qualité du mouvement ascendant et descendant est reliée à un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que plus le mouvement descendant et ascendant est équilibré, plus le chakra va se régénérer. Donc, pour chaque chakra, on peut constater qu'il y a un mouvement ascendant et descendant. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on peut aussi voir qu'entre les chakras, il peut y avoir donc des réactions, il peut y avoir des résistances qui peuvent s'opérer selon le chakra où on évalue le mouvement ascendant et descendant. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que un chakra peut donc avoir des impacts sur d'autres chakras. Et c'est là que ça complexifie en quelque sorte un petit peu notre compréhension énergétique, mais ça nous permet de mieux comprendre la santé, puisqu'on comprend alors que des problèmes de santé ne sont pas identifiés à une seule région de notre corps. Par exemple, si j'ai un problème dans mon plexus solaire, bien, mon plexus solaire peut avoir des associations de perturbations qui peuvent être reliées à mon chakra racine, qui peuvent être reliées à mon chakra du cœur. Donc, je commence à comprendre que le chakra racine, le chakra solaire peut avoir une perturbation, mais avoir des associations de perturbations associées à d'autres chakras, ce qui me permet donc de mieux comprendre ma relation avec le chakra en question. Donc, le mouvement ascendant et descendant me permettait d'aller chercher une compréhension plus complète de la globalité de la structure des chakras. Et il y avait ensuite la circulation entre les axes, qui me permettait de constater que les chakras inférieurs ont une correspondance avec les chakras supérieurs et vice-versa. Et que cette association-là est reliée vraiment c'est vraiment relié de l'ordre de la complémentarité. Chaque chakra inférieur a une complémentarité avec le chakra spirituel. Donc les chakras inférieurs sont plus reliés à la matière et les chakras supérieurs sont plus reliés à la spiritualité. Et évidemment, lorsque j'ai un bon chakra inférieur qui est stable, ben j'ai un chakra supérieur qui est plus solide, qui est plus fort, qui est plus dynamisé, et vice-versa. Ce qui va donc dire que la circulation entre les axes va me permettre d'évaluer la qualité de cette complémentarité-là dans ma personnalité. Donc, c'est pour ça que c'est une technique fort intéressante. Et encore là, ce sont des techniques qui peuvent s'appliquer vers un partenaire. Pour ceux qui se sont inscrits à la formation professionnelle, ils peuvent constater que ces techniques-là s'appliquent de la même façon vers un partenaire que vers soi. Alors, c'est ça un petit peu qui est fort intéressant et qui permet d'avoir une vision très, très complète avec toutes les techniques que je viens de nommer, nous permet d'avoir vraiment une vision très complète de la structure énergétique des chakras et de comprendre davantage un être humain. Donc, c'est une leçon assez importante parce qu'elle nous permet vraiment de faire un travail fort intéressant et on va approfondir cette leçon-là dans le module suivant, donc le module 5, qui va nous parler de la psycho-énergétique des chakras, dans lequel on va reprendre les travaux qui ont été faits dans ce module-ci, qui était plus orienté vers l'aspect énergétique, pour aller vraiment vers une dimension plus psychologique et plus émotionnelle. Et là, on va apprendre donc à travailler un petit peu plus dans cette direction-là, dans le module, donc la psycho-énergétique des chakras, où on va découvrir que dans chacun des chakras, il y a plusieurs, on est animé de multiconscience thérapie que j'appelle, c'est-à-dire qu'on est animé de multiconscience, c'est-à-dire que pour chacun des chakras, on a développé certains comportements, certaines façons de fonctionner, certaines façons d'être, et que tout ça, effectivement, nous associe à des états de conscience qui vont se manifester dans certaines circonstances et qui vont correspondre à des identifications qu'on s'est construites pour effectivement se protéger de différents stress, de différentes blessures, etc. Et plus on apprend à reconnaître ces sous-personnalités-là, pourrait-on dire, qui sont associées à chacun des chakras, mais plus on apprend à découvrir quelque part que derrière ces sous-personnalités-là se cache l'être humain que nous sommes véritablement, et que si on s'identifie à ces sous-personnalités-là, on s'identifie effectivement à quelque chose qui nous éloigne de nous-mêmes, puisque ce ne sont que des comportements qui sont en relation avec des perturbations qui sont en nous.
Alors, plus on apprend à faire ça, mais plus on apprend à renouer contact avec notre essence fondamentale. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fort intéressant. Donc, ça va être le module qui va suivre celui-ci, qui va vous être présenté. Donc, Laurence, alors maintenant qu'on a fait le tour de ce module sur les chakras, est-ce que tu aurais des questions que tu aurais le goût de poser concernant le module 4 sur les chakras? Alors, tu y vas selon ton intérêt et tes interrogations. Évidemment, c'est des questions sur le module qui va suivre. Alors évidemment, là, tu es un petit peu en avance, Laurence, par rapport au groupe, puisque normalement, on devait commencer la leçon, le module 4 officiellement là. Mais bon, tu l'as fait, c'est pas un problème. Donc, tu auras un petit peu plus de temps pour pouvoir y revenir si tu le souhaites, puisque normalement, on ne devrait pas commencer le module 5 avant mois de juillet, le 1er juillet, dans ces environs-là. Ok, donc tu as pu prendre conscience des différents chakras, tu les localises bien mieux, tant mieux. Est-ce que tu aurais des questions maintenant sur la pratique associée à ces chakras-là? Que les techniques que tu as pu rencontrer, les difficultés que tu as pu rencontrer également associées aux chakras. Donc, si tu as des questions, tu peux m'en faire part. Évidemment, pour approfondir ce qu'on vient de voir avec les chakras, c'est bien évident que vous l'avez sans doute compris que décodage intuitif, déprogrammation, les techniques des chakras qu'on a pu voir dans ce module-là, mais on pourrait en plus ajouter l'accueil, la chirurgie énergétique, le transfert d'énergie, la miniaturisation sont toutes des techniques qui peuvent être utilisées et on comprend ici que toutes ces techniques-là deviennent finalement des façons d'aborder notre corps ou celui d'un partenaire pour enrichir notre langage, pour favoriser donc un décodage intuitif qui devient de plus en plus naturel, permettre la déprogrammation de façon de plus en plus aisée et nous permettre donc d'arriver effectivement à faire des soins qui vont être de plus en plus profonds puisqu'on va avoir une multitude de techniques nous permettant justement de pouvoir favoriser la guérison que l'on souhaite effectuer. Donc c'est ça un petit peu qui est l'objectif et c'est pour ça qu'en tenant un journal intime, on peut suivre un petit peu cette évolution-là. Donc ça peut être effectivement intéressant de pouvoir procéder comme ça. Donc voici une question de Laurence. Alors, parfois j'ai l'impression qu'un chakra saute. Le chakra sacré est difficile. Oui, moi, dans la circulation entre les axes, je passe du racine au solaire directement. Ok. Parfois j'ai l'impression qu'un chakra saute. Le chakra sacré est difficile pour moi. Dans la circulation entre les axes, je passe du chakra racine au solaire directement. Donc, évidemment, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça veut donc dire que le chakra sacré t'apparaît être une problématique plus importante. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va mettre plus l'emphase sur le chakra sacré. On va premièrement questionner pourquoi le chakra sacré saute. On va prendre le temps de faire du décodage, déprogrammation et soins. Puis évidemment, c'est sûr qu'on pourrait très bien revenir sur le chakra sacré, ouverture, fermeture, mettre de la couleur dedans, circulation rotatoire, pour vraiment chercher à le dynamiser un peu plus. On pourrait très bien utiliser la chirurgie énergétique, le transfert d'énergie, la miniaturisation, la technique d'accueil également pour aller plus loin dans le travail de guérison qu'on fait sur notre chakra sacré, pour ensuite effectivement évaluer si ça n'amène pas une meilleure circulation énergétique dans celui-ci. Donc, effectivement, l'énergie stagne aussi dans le chakra solaire et passe difficilement vers le cœur. Donc, c'est sûr que le travail qu'on va effectuer grâce aux techniques qu'on a appris, bien évidemment, c'est de chercher donc à améliorer notre situation. C'est donc de finalement permettre à une circulation énergétique de se faire plus adéquatement dans les différents chakras. Donc, si on observe, comme tu le fais, une certaine difficulté de circulation, ben, ça serait logique, évidemment, que cette difficulté-là, quelque part, tu puisses la faire régulièrement pour voir si cette problématique de circulation va demeurer. Parce que si les déséquilibres demeurent, c'est là qu'on doit vraiment poser question. C'est là qu'on va vraiment mettre l'emphase sur le décollage intuitif, la technique de déprogrammation pour vraiment comprendre la raison du problème et ensuite revenir sur les techniques de soins pour permettre d'aller un peu plus loin à ce moment-là.
Le travail de décodage intuitif doit se faire en questionnant d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Les deux. En fin de compte, l'énergétique, de toute façon, dans les techniques que je vous ai enseignées dans le dernier module, celui que tu viens de faire, c'est vraiment énergétique. Les grandes techniques qui sont proposées sont vraiment de l'ordre de l'énergétique. Donc, on travaille beaucoup sur l'aspect santé. Par contre, on peut très bien, par le questionnement, toucher des zones émotionnelles, bien évidemment, ça c'est clair. Et dans ce sens-là, on ne doit pas avoir peur, justement, d'utiliser toutes les techniques qu'on a apprises jusqu'à maintenant pour aller un peu plus loin. Comme je te dis, quand on va aborder le prochain module, l'aspect émotionnel va être beaucoup plus évident pour toi à travailler, parce qu'on va vraiment l'aborder d'une façon très précise. Mais d'ici ce temps-là, c'est sûr que c'est l'aspect énergétique qui va être le plus naturel avec les techniques que tu as apprises. Mais déjà, tu peux déjà faire un bon bonhomme de chemin, parce qu'on peut vraiment faire quelque chose de très complet avec les techniques qui ont été proposées jusqu'à maintenant. Ouais, puis moi je t'inviterais quand même même si tu me dis que tu as hâte du module 5, c'est bien évident, mais parce que je pense que c'est un module intéressant aussi, mais ce serait intéressant pour toi quand même d'apprendre à vraiment augmenter ton questionnement, augmenter les techniques de déprogrammation, jouer avec les techniques de soins que tu as appris jusqu'à maintenant, pour vraiment être capable de dépasser le plus possible tes limitations, parce qu'évidemment, l'objectif de ces techniques-là, c'est de favoriser un bien-être. Donc, chaque jour ou régulièrement, dans ton journal intime, tu devrais être en mesure de pouvoir constater jusqu'où il y a une amélioration. Et quand il n'y a plus d'amélioration, d'aller voir les régions où il n'y a plus d'amélioration et de prendre le temps de pratiquer le décodage intuitif pour comprendre pourquoi il n'y a plus d'amélioration, quelles sont les raisons des blocages, chercher à déprogrammer, chercher donc à faire un soin le plus complet possible, en fin de compte, pour arriver à un certain sentiment de satisfaction. Je sais pas si j'étais clair par rapport à ça, Laurence. Et évidemment, si tu as des questions, tu peux donc m'en faire part. Que dois-je demander? Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le module 1 de la formation de base, il y a des questions fondamentales qui sont posées. Quelles sont-elles? On s'adresse à la perception, qu'elle soit visuelle, auditive ou sensitive, et on va toujours chercher à questionner. On sait que le premier niveau d'information qui va nous apparaître souvent, c'est une information qu'on pourrait dire abstraite. Ça peut être une forme, ça peut être un son, ça peut être une sensation, mais c'est plus ou moins clair. Donc, on va s'adresser à ces perceptions-là en leur demandant quel est leur message. Et normalement, l'étape qui va s'ensuivre, c'est une étape que j'appellerais émotionnelle. C'est-à-dire que souvent, l'énergie quelque part qu'on peut percevoir dans notre genou qui est comme un gros ballon, mais si on questionne ce gros ballon-là, qui est un peu difforme, on va constater que le gros ballon pourrait nous dire que c'est relié à de la colère. Donc, on va déjà savoir que le gros ballon, l'impression de ballonnement dans notre genou, ben, quelque part, est en relation avec une forme d'émotion colérique. Et si on s'adresse à l'émotion de colère et qu'on lui demande pourquoi elle est là, on pourrait constater que l'émotion de colère pourrait nous dire, ben, je suis en colère parce que tu ne m'écoutes pas, par exemple. Donc là, on est dans une forme de justification. Tu vois, on approfondit progressivement par le questionnement pour arriver à comprendre que mon genou est ballonné, donc ça laisse croire qu'il y a une congestion énergétique dans cet endroit-là. Je questionne la congestion, je comprends qu'il y a de la colère, et cette colère-là est parce que je ne m'entends, je ne m'écoute pas. On pourrait ensuite questionner pourquoi je m'écoute pas, et là je pourrais constater que je m'écoute pas parce qu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu un traumatisme X, Y, Z avec mes parents qui m'ont amené à ne pas avoir le sentiment que j'avais le droit de m'écouter. Là, on ferait une boucle. Ça voudrait dire que ça nous amènerait à constater que j'ai une compréhension causale du problème. C'est pas parce que j'ai une compréhension causale que je règle le problème. Ça veut dire, par contre, que je suis capable de comprendre la raison d'être du problème. C'est une première étape. Ensuite, évidemment, la déprogrammation et les techniques de soins vont nous permettre donc d'aller plus loin dans notre apprentissage. Je sais pas si c'est plus clair pour toi, Laurence. Non, le module, ça c'est ce que je viens de te décrire là, c'est vraiment une référence au module 1 de la formation dans le week-end d'introduction en fin de compte. Alors là, il y a un parcours de questionnement qui est là. Dans le module 5, c'est autre chose, et tu vas le voir. On va aborder les choses beaucoup plus concrètement. Ça va être beaucoup plus facile, je dirais, d'aborder les émotions dans le module 5 parce qu'on aura vraiment des moyens d'y arriver avec beaucoup plus de facilité. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Moi, j'ai volontairement choisi de vous limiter un peu dans le module 4 parce que ça aurait été un module trop long, mais dans lequel on a vraiment déjà une grosse base de travail parce que juste travailler sur les chakras, juste travailler sur l'aspect énergétique des chakras, c'est déjà énorme parce que ça nous permet de voir nos limites et voir jusqu'où on peut aller avec ces techniques-là. Et c'est intéressant en soi puisque on sait
que le travail énergétique est un travail, c'est le travail le plus commun. Et quand on parle d'un énergéticien, quand on parle d'un guérisseur, quand on parle quelque part de quelqu'un qui fait des soins énergétiques, en général, ces gens-là vont travailler uniquement sur la structure énergétique. Ils vont pas aborder l'aspect émotionnel dans leur travail. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir aller au bout de votre habileté à effectuer un soin sur l'énergétique pour voir les limites de ça. Et quand on a atteint les limites, bien évidemment, dans le module suivant, on va pouvoir voir qu'on peut aller plus loin en intégrant la notion émotionnelle qui va être plus mise en évidence dans le module qui va suivre. Est-ce que c'est clair pour toi, donc, Laurence? Ok, donc Florence me dit, je me sens globalement beaucoup plus sereine, j'ai plus de recul sur les choses. Est-ce tout le travail énergétique? C'est intéressant que la question que tu fais, que c'est comme si tu faisais une différence d'une façon assez importante entre le travail énergétique et le travail émotionnel. Il faut savoir que le travail énergétique, lorsqu'on fait un travail énergétique, on fait un travail qui va nous amener à nous sentir mieux. Donc, émotionnellement parlant, on va se sentir mieux, on va se sentir plus équilibré. Alors, je pense que quand on fait un travail énergétique, inévitablement, on a un impact sur l'aspect psychologique et émotionnel. Par contre, quand on va aborder dans le prochain module l'aspect psychologique émotionnel, évidemment, on va l'aborder encore plus en profondeur dans d'autres modules ensuite, hein, mais le prochain module, c'est vraiment un module vraiment important pour comprendre de quelle façon que notre structure énergétique qui sont associées au chakra est très, très étroitement en relation avec des sous-personnalités que j'appelle, c'est-à-dire des structures psychologiques et émotionnelles qui nous animent et qui prennent possession de notre être par moment et qu'on peut travailler à équilibrer en travaillant sur les chakras de ces sous-personnalités-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas qu'un être humain, je suis physiquement un, mais dans ma structure énergétique, je suis multiple. Et parce que je suis multiple, je peux donc travailler sur la multiplicité de ma conscience pour faire un travail sur les chakras d'une façon multiple. Alors, c'est là qu'on va aborder le prochain module qui va te permettre donc de mieux comprendre les impacts émotionnels. Sauf que c'est bien évident qu'actuellement, avec ce que tu as appris, tu peux déjà comprendre que l'aspect psychologique et émotionnel a un impact sur la santé et que c'est étroitement relié. On parle de santé énergétique et de santé psychologique de façon très étroite. On peut pas dire la santé énergétique c'est une chose, la santé psychologique est une autre chose. On doit reconnaître que les deux sont reliés. C'est-à-dire que quand je te parle d'énergie, je parle d'une énergie qui est programmée par une conscience émotionnelle et mentale très souvent. Donc, quand je parle d'énergie, mon objectif, c'est de libérer l'énergie pour qu'elle ne soit plus programmée afin que l'énergie circule le plus librement possible. C'est vraiment comme ça qu'on doit voir ça. Et quand on comprend bien ça, c'est là qu'on peut arriver à des résultats qui sont, je dirais, beaucoup plus satisfaisants, justement. Donc, je sais pas si c'est plus clair pour toi. À ces questions, n'hésitez pas à me les poser. Oui, c'est certain que la notion de stabilité, euh, la notion de stabilité quelque part, c'est quelque chose justement euh, qui va se faire parce que justement on fait un travail sur les chakras, où on se sentir plus équilibré d'un point de vue énergétique, et parce qu'on est plus équilibré d'un point de vue énergétique, on se sent plus unifié avec soi-même. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas pleinement unifié? Comme pourquoi tu as des blocages encore dans tes chakras? C'est parce qu'il y a des mémoires émotionnelles dont tu n'es pas consciente. Et c'est ces mémoires émotionnelles dont tu n'es pas consciente qu'on va un petit peu plus aborder dans le module suivant, dans lequel on va aller un peu plus loin dans l'aspect psychologique émotionnel. Mais c'est évident que c'est un travail progressif qu'on effectue tout au long de notre cheminement qu'on va faire ensemble, qui va faire que tu vas arriver à la fin avec une certaine capacité de travailler le plus globalement possible sur toutes les structures de ton être pour être capable de t'harmoniser le plus possible, tu vois. Je sais pas si c'est plus clair pour toi.
Est-ce que tu aurais d'autres questions? Parce que moi, j'aurais pas mal terminé, en fin de compte, le travail que j'avais à transmettre. Donc, Laurence, moi, je vais sans doute non, pardon, c'est OK, OK. OK, donc je te remercie, Laurence. Alors bon, il y aura donc ce prochain module, comme je te disais tantôt, on va essayer de le faire, mais comme vous êtes on a eu le lancement de la formation de cette année a été un peu problématique. J'étais très occupé, j'ai demandé à quelqu'un de s'en occuper, puis finalement, la personne, bon, a pas su s'en occuper comme je l'aurais su. Donc, on est un plus petit groupe que ce qui a été prévu, qui est pas dramatique du tout, mais ça va juste finalement faire que euh, on va essayer de partir quand même tous ensemble malgré tout. Donc, sans doute que le 1er juillet, vers le 1er juillet, disons, on va proposer le module 5 pour continuer la logique et permettre aussi, donc, te permettre à toi, Laurence, de pouvoir mieux intégrer ce module-là et donc de finalement assurer quelque part que quand le prochain module commencera, ben quelque part, tout le monde pourra peut-être finalement échanger parce que ça va être ça qui va être intéressant. Donc oui, je pense que c'est sans doute intéressant de pouvoir prendre le temps de suivre le rythme, puisque je vais essayer d'organiser des travails, justement, un travail euh, de pratique, justement, des organisations de pratique très bientôt. Donc, on pourra faire quelque chose, je vous tiendrai au courant de ça. Alors, si tu veux bien, donc moi je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Ça va être enregistré, donc les autres personnes vont pouvoir bénéficier de cet enregistrement-là. Et toi-même, Laurence, si tu as envie, tu pourras y jeter un coup d'œil. Et puis, je vais vous relancer donc très bientôt là, pour vous faire part des pratiques qui pourraient être faites sur un autre site que je vais vous présenter, qui va être prêt d'ici à peu près 2 semaines maximum, là, qui va vous permettre donc de pouvoir bénéficier de pratiques plus aisées. Donc voilà. Alors Laurence, je vais te souhaiter une belle fin de soirée, puisque tu es en France. Moi maintenant je suis au Québec présentement. Donc je te souhaite une très belle soirée et je te dis à bientôt. Si tu as des questions, évidemment, tu peux très bien communiquer, tu peux toujours communiquer avec moi quand tu le souhaites, quand tu le veux. Il n'y a aucun souci. Ainsi que les autres personnes qui pourraient avoir des questionnements, ben, vous pouvez communiquer avec moi personnellement d'une façon constante. D'accord? Alors je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.